Donc, Charles reste avec nous. On va essayer de parler effectivement, mais du théâtre très simplement, je dirais, de la jeunesse d'une vocation, de deux vocations d'ailleurs, puisque vous avez en face de vous, mais vous le savez, deux acteurs, deux metteurs en scène, deux auteurs, mais Pascal est vraiment un dramaturge très important, et aussi deux directeurs de théâtre, puisque Pascal Rambert a dirigé pendant plus de 10 ans le théâtre de Gennevilliers, qui est évidemment un très beau théâtre de la périphérie de Paris, et qu'il est aujourd'hui artiste associé à Strasbourg et au Piccolo Teatro à Milan. Donc en fait, vous avez toute la palette des métiers du théâtre devant vous. Et effectivement, un auteur très important de théâtre, auteur, metteur en scène. Je ne sais pas combien de textes, combien de pièces, Pascal, écrites au total. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Voilà. Non, vraiment, objectivement, non, je ne sais pas. Mais énormément. Beaucoup. Traduites dans le monde entier, jouées dans le monde entier. Et d'ailleurs, à partir de demain, vous pourrez voir avec Charles et Stanislas Nordet, je ne sais pas s'il est là, aussi autre grand homme de théâtre, évidemment, et grand directeur de théâtre de Strasbourg, ex, deux amis, qui est une très, très belle pièce, qu'il faut absolument aller voir sur l'amitié, sur l'amour, bien sûr, et sur le théâtre. Alors, évidemment, Charles va parler. On a la chance d'avoir Pascal Rambert, qui a vraiment une histoire personnelle avec le théâtre. Et je dirais d'ailleurs que tous les deux, vous avez très tôt aimé le théâtre, j'allais dire au collège, au lycée, avec les ateliers théâtre. Vous savez comment naissent les vocations, c'est comme ça. Les clubs théâtre, Pascal, c'est devenu très tôt une envie et d'écrire et de toucher au théâtre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Charles et merci Claire pour cette petite rencontre. Non, mais en fait, oui. Enfin, moi, je ne suis pas né à Toulon, mais je suis né à Nice. Toi, tu es né à Toulon, c'est ça? Ah oui? Non. Enfin, très jeune à Toulon. 3 ans, je suis arrivé. Ah bon? Père médecin de famille, donc de Marine nationale. Médecin de famille aussi. Le médecin militaire. Et donc, très tôt à Nice, oui, lorsque j'étais au lycée, en fait, j'ai commencé à écrire de la poésie vers 13-14 ans, puis j'ai été publié, et très vite après, les textes que j'écrivais de poésie, je les ai donnés à mes camarades en seconde, en première, en terminale. J'ai constitué un groupe, et très vite, on est parti à Paris, parce que les journalistes de Paris sont venus voir le travail, et ça nous a fait monter à Paris, quoi. Oui, et après, il y a eu, on va en parler bien sûr, j'allais dire des rencontres et des mentors qui ont été très importants. Pour Charles aussi, c'est une vocation assez jeune, c'est-à-dire que cette envie de théâtre, ça vient dès le lycée, le collège, on est d'accord? Oui, d'un besoin de survie ici au lycée du Mont-d'Urville, donc dès l'âge de 14 ans. Besoin de survie. Oui, mais alors, Pascal, qu'est-ce qui intéresse le jeune collégien ou adolescent, ou un peu plus quand même, que vous êtes ou que tu es? Est-ce que à ce moment-là, c'est la scène, c'est l'écriture, c'est le jeu, c'est... Enfin, pour moi, c'est la beauté, quoi. Oui. Parce qu'en fait, j'avais rien à voir, mes parents ne faisaient absolument pas ça du tout, et je suis allé une après-midi, un dimanche après-midi au Théâtre de Nice. J'ai vu Hamlet, qui était mis en scène à l'époque par Jean-Pierre Bisson, qui était le directeur du Théâtre de Nice de cette époque-là. Et je suis ressorti, comme beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes garçons, je n'étais plus le même, quoi. J'ai dit, je veux faire ça, et j'ai tout mis en œuvre. Pour le faire jusqu'à maintenant où on est en train de parler. Donc il y a un moment au fond où on a une émotion dans une salle obscure avec une scène, la peur des comédiens, peut-être leur trac, le texte, et on se dit je veux faire ce métier. Pour Charles, c'est la même chose pour toi. Enfin, non, pas tellement. Moi, je me disais pas je veux faire ce métier, je le faisais en fait. En fait, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais irrésistiblement attiré. Oui. Quand j'ai dit parler de survie, c'est juste que la fréquentation des textes m'a sorti d'une impossibilité d'apprendre et parce qu'à l'école, difficile apprentissage à l'école, enfin, le théâtre. Oui. Le théâtre, pour moi, c'est une discipline, mais qui n'est pas une discipline scolaire. Oui. Et il y avait quelque chose dans le scolaire, dans la scolarité, qui n'était pas possible pour moi. Qui résistait. Et c'était la même chose, Pascal, pour toi, ou est-ce que tu pensais que l'école te résistait, mais que tu allais trouver quelque chose d'autre dans les textes, la poésie, le jeu? Oui, clairement. D'ailleurs, ça se passe toujours un peu mal avec les professeurs quand on est en tournée. Ah oui? Oui, parce que j'attaque souvent... Pardon. Moi, j'aime bien me moquer ou être sarcastique parfois, donc
des fois, je fais des rencontres et puis les personnes ont vu mes spectacles. Ils disent ah, pourquoi vous êtes comme ça avec les professeurs et tout ça. Il y a beaucoup d'enseignants forcément qui vont au théâtre. Évidemment. Mais j'en garde un bon souvenir. Mais comment dire, j'ai jamais beaucoup aimé le surmoi. J'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Voyez Donc en général dans la vie. Ce filtre-là, cette barrière-là, il fallait le faire sauter. Il fallait. Voilà. Mais non, parce que moi, je pensais que, comme tout jeune garçon, j'étais, comment dire, persuadé que j'avais raison et qu'il fallait que je fasse les choses par moi-même. Et j'avais à ce moment-là une façon de réfléchir le monde en disant que je trouvais que c'était... J'avais cette phrase comme ça en moi qui disait commence par faire, après tu parleras. Et pour moi, c'était important de faire. De ne pas être quelqu'un qui... J'ai fait des études de philo. Mais c'est de la philosophie, oui, que tu vas étudier. Donc, j'ai eu d'excellents professeurs en philo. J'ai eu, pour ceux qui ont fait de la philo ici, j'ai eu un professeur, un écrivain, un philosophe qui s'appelle Clément Rosset. Je veux dire, c'est des sommets de la philosophie française des années 80-90. Mais ça t'a pas détourné du théâtre? Non, du tout. Et puis, je voulais pas être professeur. Je voulais passer ma vie à travailler avec des acteurs et à écrire pour eux. Ce qui est quand même, de mon point de vue, un métier merveilleux parce que c'est à la fois un métier où je peux être entièrement seul et j'adore être seul. Écrire les moments où j'écris et puis l'après-midi ou le soir aller répéter et là être avec des équipes de 15, 20, 30 personnes. Donc c'est un rapport au monde qui est à la fois extrêmement équilibré pour moi. Alors, tu as dit il n'y avait pas tellement de choses comme ça dans ma famille. Pour toi aussi, Charles, c'est-à-dire comment, au fond, quand il n'y a pas une famille qui vous emmène au théâtre, enfin, c'est ça qui se passe finalement, ou qui a des livres à la maison, qui... ta mère était... Si, quand même, on avait la chance, et justement, les professeurs nous emmènent au théâtre. C'est quand même extraordinaire. Enfin, c'est une chance, pardon, pour cette génération, si je peux me permettre. Oui. Parce que... Moi, si, encore maintenant, nous, on reçoit beaucoup mais aujourd'hui, oui. Mais de notre d'enfants, de profs. Pascal, tu es allé beaucoup au théâtre avec le lycée, toi? Non, à Nice, moi, jamais. C'était pas un truc qui était... Moi, personnellement, jamais. Hein. Toi, tu es allé, Charles? Ah oui. Ah ben, c'est pas mal. On y allait. Ah oui. Donc, c'est pas chez toi, c'est pas les parents qui te mettent dans un bain, j'allais dire culturel, ou qui t'en... Oh, quand même, les gens dans la Marine nationale, puis ta mère est professeure d'anglais. Ils ont le goût pour la culture. Mais si. Oui. Mais si, c'est vrai. Non, la marine, je dis, moi j'ai eu un grand-père armée de terre, et puis mon père marine nationale, c'est pas pareil. Les marins, ils sont plus curieux. Voilà. Mais toi... Pardon pour ceux qui sont de l'armée de terre ici, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Mais toi, Pascal, tu le découvres seul, cet univers. On peut le dire comme ça? Oui, très clairement. Oui, oui, je n'avais rien dans ma famille qui m'amenait à ça. Mais, pardon, mais j'ai aussi cette certitude que, en fait, pour reprendre un terme comme ça, je crois que une vie qui vaut la peine, c'est une vie qu'on a écrite soi-même. Donc, j'avais pas le mot « je suis en train d'écrire ma vie » lorsque j'avais 18 ans. Mais quand même, tu penses ça à ce moment-là. Ah oui, pour moi, c'est très clair. J'ai mis en place un programme qui consistait, une fois que j'avais vu, par exemple, je me souviens, j'avais rencontré Patrice Chéreau quelques années après. Et je me suis dit, je peux pas faire moins que ça. C'est-à-dire, si je donne ma vie entièrement au théâtre, ce qui est le cas, parce que je donne ma vie entièrement au théâtre, bien sûr. Je peux pas être à un niveau d'excellence. Après, je fais les spectacles que je fais, que ça n'a rien à voir avec Chéreau. Il n'y a pas de hiérarchie à faire. C'est de la... Parce que j'avais aussi beaucoup d'amis que je voyais à Nice, lorsque je redescendais à Nice, de Paris, qui me disaient, avec l'accent niçois, ouais, on va monter à Paris, on va faire des trucs. Et je revenais un an plus tard, ils étaient à la même place, en train de boire le même pastis, dans le même café. Et alors moi, ça me déprime, ça. Donc, ne nous dis pas qu'il se passe des choses à Paris qui ne se passent pas en province. Non, mais il va se mettre à dos tous les profs, tous les élèves, les alcooliques. Pascal, c'est pas un bon débat. Mais enfin, c'est vrai qu'on est tenté par la capitale quand on est jeune pour faire du théâtre, pour essayer de jouer, pour écrire, bien sûr. C'est ce qui vous attire. Je critique pas ce qui se passe en France, je critique les gens qui disent je vais faire des choses et qu'ils ne le font pas. Pour moi, c'est intolérable. Moi, je pense qu'on n'a qu'une seule vie et qu'une vie, il faut la réaliser. Parce que j'ai fait beaucoup, par exemple, à Gennevilliers, des ateliers d'écriture avec des personnes qui étaient à la retraite. Et qui venaient me voir après, qui me disaient, au milieu des personnes qui étaient plus jeunes, tu vois,
J'ai toujours voulu faire ça et en fait j'ai jamais pu le faire parce qu'il a fallu que je réponde à mes parents qui m'ont dit sur les injonctions habituelles, tu dois trouver un travail correct, tu dois faire des enfants, tu dois te marier, etc. Ils me disaient en fait j'avais toujours envie de faire d'autres choses et je me retrouve aujourd'hui à 65 ans et c'est le moment où je peux commencer à faire ça. Et je me dis que c'est dommage parce que, par exemple, moi je crois pas en Dieu, je crois pas donc qu'il y a un après que le moment que j'ai ici, et donc j'ai envie de le remplir au maximum. Et ça, j'ai toujours cru depuis. Mais par exemple, cette injonction, Ouais, mais Pascal, cette injonction dont tu parles des parents, tu ne l'as pas eu tellement. Enfin, ils n'étaient pas inquiets. Je m'en suis sorti très vite parce que moi, il faut pas me dire ça. De toute façon, tu as vécu ça. Voilà. Charles, vas-y. Qu'est-ce que tu peux dire? non, je dis à Pascal, je dis parce que ça me fait penser à cette phrase de Marcello Mastroianni à qui on disait ah, les acteurs, vraiment, vous avez un métier fantastique. Et alors, Marcello Mastroianni, il disait, on dit toujours les acteurs. Et alors quoi, mon dentiste, c'est de la merde? Non, je dis, si on faisait tous du théâtre, alors comment on fait? Tous les métiers sont magnifiques. Alors, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est faire ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà. Et pour moi, c'est une chose. J'ai rencontré trop de personnes qui m'ont dit. Ah, j'aurais aimé faire ceci, même, je sais pas, tu vois, je veux dire, il y a peut-être des dentistes qui sont très contents d'être dentistes et tout va bien. C'est quand on veut faire un truc et que la vie nous emmène vers ailleurs ou que on manque de courage. Parce que quand on dit, oui, d'accord, les acteurs, c'est un métier où il faut beaucoup de courage. Dire, être artiste, c'est pas juste un truc cool. Moi, je déteste tout ce qui est cool, vous voyez. Donc, j'aime ce qui est dur et faire ce métier-là, c'est extrêmement dur et c'est pour ça que c'est gratifiant intérieurement, pas parce qu'on est connu, parce qu'on est célèbre et tout ça, mais parce que c'est très dur de faire du théâtre. Très dur. Un long parcours, l'écriture, trouver une salle, trouver des acteurs, être désiré par des producteurs. Enfin, tout le monde sait que c'est évidemment très difficile. Et de faire vivre un théâtre aussi, bien sûr, que ce soit à Toulon ou à Gennevilliers, c'est aussi très difficile. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs, j'allais dire, de votre première contact réel avec le théâtre? Ou comme acteur, ou comme auteur, ou même comme acteur pour toi, Pascal. Qu'est-ce que ça a été la première fois où vous vous êtes dit, je fais du théâtre? À part le club théâtre du collège ou du lycée, bon, voilà. Bah, moi, j'ai commencé à mettre en scène mes textes très jeune, quoi. Enfin, j'avais même pas 20 ans, donc j'ai toujours fait ça, en fait. Je n'ai jamais travaillé, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas travaillé. Beaucoup travaillé. Non, c'est ça. J'ai jamais été. Je sais pas, j'ai pas servi dans un restaurant, j'ai pas été serveur, j'ai pas gardé des enfants, je n'ai rien fait de ma vie sinon qu'écrire et mettre en scène. Donc j'ai toujours fait ça. Donc pour moi, ça a été comme naturel. Étudiant, c'est travailler, écrire, c'est travailler déjà à 20 ans, bien sûr. Mais est-ce que ça a été comment tu as pu faire accepter un texte de toi? Comment tu as pu trouver un lieu pour le jouer? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que c'est la solarité. Non, c'est vrai. Je veux dire que le désir, moi, je suis gouverné par le désir. Je pense que Charles aussi. C'est pour ça qu'aussi on s'est rencontrés, qu'on a fait deux spectacles ensemble. On en parlera peut-être à 30 ans de distance, pardon. Mais je pense que c'est la solarité. C'est purement l'amour de la beauté, l'amour de. Je fais aussi des opéras, j'ai fait des films. Je travaille dans le domaine chorégraphique. C'est juste le bonheur de créer de la beauté. Et ça se sent très très vite. Je veux dire que moi, quand je vois des jeunes gens qui viennent me voir et qui me disent Pascal, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Je sais quasiment dans la seconde que cette personne va. Ça se sent. Vous le sentez. Vous sentez le pouls de la personne. Oui. Pascal Rambert est chorégraphe aussi, enfin, bien sûr. Et toi, Charles, est-ce qu'il y a ce premier souvenir où tu t'es dit, mais là, c'est sûrement en plus en tant qu'acteur à ce moment-là, bien sûr. Que tu touches au théâtre et tu te dis je fais du théâtre, voilà. Ouais, c'est ça. C'était encore une fois, c'était au lycée et on jouait et après dans la cour, il y avait d'autres élèves qui disaient dis donc la pièce hier elle était, c'est-à-dire comment c'est tout l'environnement qu'on connaît, un peu célèbre parce qu'on a joué la veille une pièce, après les critiques, les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas, mais donc c'était à ce niveau-là, mais pour moi, ça n'a pas changé au fond. Après, ça s'élargit un peu, c'est tout. Oui. Mais d'abord et avant tout... Bien sûr, tu peux dire un comme truc. Dit tu vas le continuer, mais je voudrais un truc. Mais pour dire ça par rapport à Charles, connaissant Charles, pour moi, même si cette histoire, je l'invente, mais pour moi, il est comme, de fait, acteur. C'est-à-dire, quand je suis avec Charles et que je le regarde travailler, qu'on répète, je me dis pas, je suis face à un acteur, je suis face à quelqu'un qui est, EST, c'est-à-dire qui est.
c'est ontologique, quoi, chez Charles, pour moi. C'est quelque chose où on a quelqu'un, je me demande même, enfin, pourquoi tu as fait une école, c'est absurde, parce que rien ne te ressemble. Oui, là-dedans. Pour moi, tu es acteur depuis le début. Dans le ventre de ta mère, tu étais déjà acteur, je suis sûr. Enfin, tu vois, ah oui, je le sens. Est-ce que Pascal, à ce moment-là, est-ce qu'on peut le transposer, j'allais dire de façon générale? Est-ce que, au fond, c'est ça être acteur, ou c'est ça le théâtre? C'est qu'il y a une nature, qu'il y a un instinct, qu'il y a quelque chose en soi? Ou est-ce que ça peut s'apprendre? Enfin, est-ce que ça s'apprend? Voilà. Pardon. Ça s'apprend par la nécessité. C'est pour ça que je parle de survie. Je pense qu'on ne peut pas, comme le dit Pascal, c'est quand même un métier dur et on est soumis au regard des autres, vraiment au sens propre et au sens figuré. Et donc, il faut avoir une nécessité impérieuse de faire ça, parce que sinon, c'est pas normal. Enfin, je sais pas comment dire. Et d'ailleurs, tout acteur, tout metteur en scène, tout écrivain, les écrivains encore pire, c'est-à-dire avant la présentation d'une œuvre, ils préféreraient ne pas y être à cet endroit. Et après, ils sont contents si ça se passe bien, mais ça peut être bon. Donc, il y a besoin d'aller puiser. C'est-à-dire, au fond, le monde est incompréhensible totalement pour moi. Pour n'importe quel individu, personne ne pourrait appréhender le monde. Et donc, c'est un endroit où tout d'un coup, on peut mettre en forme ce chaos, quoi, cette chose très bizarre que nous vivons tous les uns les autres. Alors, il y a eu cette... Non, je peux dire ça parce que Pascal, ce que disait Charles aussi, oui. Et ce que tu posais comme question, c'est qu'en fait, c'est un métier qui est le contraire de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire, c'est un métier antidémocratique. La démocratie n'existe pas dans notre métier. On ne sait pas pourquoi c'est cette personne. Parce que tu veux dire qu'on le devient de façon presque élitiste? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication. Et pas par un apprentissage, au fond. Aussi, ça aide quand même. Oui, mais pourquoi il y a des acteurs, on se pose toujours la question, des gens de notre génération qui ont disparu, ils ont fait le conservatoire national de Paris, on n'en entend plus parler. Il y a quelque chose de profondément injuste. Il n'y a pas de justice. Et s'il y a des personnes ici qui ont des petits-enfants, des enfants qui veulent faire ce métier, il faut vraiment leur dire que c'est pas un truc qu'on fait parce qu'on est un peu mignon, un peu mignonne, qu'on aime un peu bien ça. C'est parce que c'est, comme le disait Charles, c'est une nécessité absolue. Pour moi, ça a été pendant des années, mais comme tu le dis, c'est un peu romantique. Maintenant, je suis un peu plus vieux, je peux pas le dire de la même manière, mais pour moi, ça a été vraiment une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ça, je sais pas comment j'aurais pu. Je sais pas, vraiment. Je sais pas, voilà. Tu sais pas ce que tu aurais fait. Et d'ailleurs, je sais aussi, puisqu'on en parlait en venant ici, nous sommes des natures comme ça. Je souhaite faire ce métier-là jusqu'à ma mort. Bien sûr. C'est-à-dire, je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je tombe. Oui. Et Charles aussi, bien sûr. Pareil. Ah oui, c'est certain. Boum. Alors, on comprend bien la spécificité de ce métier du théâtre, qui est une passion, qui est un instinct, qui est quelque chose en soi, qui est évidemment un apprentissage, évidemment un travail, il ne faut pas le nier, enfin, évidemment. Quand ils vont jouer deux amis, il y a beaucoup de travail, d'abord d'appréhender le texte, le répéter, l'imaginer, le penser, et puis l'écrire au départ. Donc voilà, c'est un métier, comme vous dites, particulier, qui nous donne à nous, spectateurs, bien sûr, des moments d'émotion absolument inégalables, parce qu'uniques, qui ne sont jamais les mêmes d'un soir sur l'autre, la veille ou le lendemain. Et pour nous, évidemment, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous deux, dans ce parcours qu'on essaye de décrire, est-ce qu'il y a eu des doutes? Je veux dire que des moments où vous vous êtes dit, mais je n'arriverai plus à le faire, ce métier. Voilà. Est-ce que on parlait avec Pascal en arrivant, Xavier Dolan donne une interview dans Le Monde hier, c'est Xavier Dolan, il n'a que 33 ans et il dit je vais arrêter d'être réalisateur parce que ça m'a épuisé. Bon, pour des tas de raisons. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des doutes pour vous? Des moments de découragement peut-être? Oh, oui, totalement. Et il y en a toujours. Oui. Il y a toujours des moments où on se dit que je devrais fuir cette activité. Parce qu'elle est... Pascal le parle très bien, elle est vampirique. C'est-à-dire, au fond, moi, je trouve ça bien, hein, et franchement, je trouve ça important. Mais il y a quelque chose d'un sacrifice. Il y a quand même enfin, il y a beaucoup d'actrices, d'acteurs qui ont du mal à être dans la vie normale, entre guillemets, de vivre. Ça se comprend. Donc, il y a beaucoup de moments où on se dit, non, je veux être dans une vie plus normale.
Ah oui, donc le doute, ça naît du fait qu'on se dit, oh, je suis anormal ou je suis dans une vie un peu non, et puis après, exceptionnelle. Et après, il y a le doute, ça aussi, tu viens d'en parler, c'est-à-dire le doute, tout simplement. On doute toute sa vie de se dire, peut-être je suis pas très bon, quoi, en fait. C'est pas terrible, donc vaut mieux. Mais finalement, je crois que justement, quand j'ai fait une école de théâtre, à un moment donné, j'étais très mauvais. J'étais vraiment le dernier de la classe. Mais pourquoi tu pensais que tu étais très mauvais? Oui. Mais j'étais considéré comme j'étais le dernier de la classe, parce qu'on avait un peu des notes, des trucs comme ça. Oui. Donc au conseil de classe, j'étais le dernier de la classe. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant que je suis le dernier, bah, je vais plus m'occuper de savoir si je suis bien ou si je suis mal. Mieux, oui. Et à partir du moment où on sort de cette logique, suis-je bien ou suis-je mal, on commence à se dire, bah, sois toi-même, et puis voilà, quoi. Tu t'en fous. Parce que sinon, on se juge tout le temps. Et les autres vous jugent. Ah, ça c'était bien, cette scène, machin. Bon. Et un acteur dépend du désir, si on peut dire, d'un metteur en scène, d'un réalisateur quand c'est le cinéma, etc. Donc si on commence à écouter trop ce qu'on dit de vous, bah, c'est pas possible. Et Pascal, alors qu'est-ce que... Enfin, en plus, c'est aussi l'écriture, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du moment où devant sa page blanche, on est sec, ou on est perdu, ou on est... Peut-être pas pour toi. Non, pas du tout. Non, pour moi, c'est... Jamais. Pardon. Non, mais je veux dire que moi, je n'ai pas eu le temps de laisser s'installer le doute. Parce que je crois profondément à ce que je fais. J'aime profondément l'art du théâtre. Et plus c'est difficile, plus ça m'excite et plus j'ai envie d'y aller. Donc je suis un chien, quoi. Il suffit dès que la situation est difficile, complexe, presque perdue, ah là, c'est mon bonheur, quoi. Je veux dire, j'aime les choses dures, moi. J'aime quand c'est dur et tout ça. Et puis j'aime, je n'ai aucune difficulté à écrire, par exemple. Mon quotidien, c'est je me lève à 6 heures, je fais 1 heure de yoga, ensuite j'écris, ensuite je vais en répétition de 14h à 18h, après je rentre et j'écris. Ça, c'est ma vie. Donc ça veut dire que tu as, depuis que tu fais du théâtre, enfin, toujours sur le métier, une écriture. Oui, parce que ce qui se passe, par exemple, que vous allez voir demain soir, pour certains, si vous venez, moi, j'écris pour les acteurs. Oui, donc, je n'ai pas moi, je n'ai aucune imagination, je n'ai aucune idée, je ne fais pas des pièces avec des sujets, des thèmes et tout ça, je ne sais rien. Je suis une sorte de coquille vide qui se remplit des autres. Donc, je suis face à Charles. Vous voyez l'énergie que Charles a. J'ai même pas besoin de le voir. Je crois que quand j'ai écrit 2 amis, on s'est même pas revus. Par SMS, on était à Mexico avec Stanislas Nordet. Il me disait j'aimerais bien refaire une pièce faire une pièce comme ça. Je lui dis tu veux le faire avec qui? Avec Charles. Ok, je vais l'écrire. On était dans l'avion entre Mexico et Paris. Et j'ai envoyé un SMS à Charles et il m'a dit ok bon. Mais l'énergie, la vibration de Charles, le pouls des êtres humains, c'est quelque chose que j'ai reçu. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu et que je sens les personnes. Et donc, à partir de là, j'écris pour eux, pour leur rythme. Par exemple, Charles, vous le connaissez, il a une façon de réinventer les phrases qu'il dit chaque soir. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une reproductibilité. C'est pas un acteur qui reproduit. Hein. Oui, alors moi, j'adore parce que pour moi, c'est un peu comme une sorte de papier d'Arménie. C'est-à-dire que j'allume une petite flamme et le papier d'Arménie, hop, il brûle. C'est lui qui brûle quand il joue, mais chaque fois de façon différente. Mais il part au quart de tour. Donc c'est très agréable pour un auteur d'écrire pour une personne comme Charles ou comme pour Stanislas Nordet, et leurs natures sont très très différentes. Donc moi j'ai pas besoin d'avoir des idées et je pense que je fais 10 productions par an dans la planète entière. Ce qui est énorme. Hein, je fais une première par mois quelque part dans le monde. Ce qui est énorme aussi. Mais je n'ai pas de problème puisque c'est écrit pour des corps. Alors on va en parler bien sûr parce que Pascal, on le sait, tu as écrit pour des très grands acteurs et tu écris en pensant à eux. Et Dieu sait s'il y a eu des belles pièces et s'il y en aura encore. Toi, Charles, quel est ton rapport justement avec l'auteur? Tu as joué 1000 choses, des grands textes classiques. Évidemment, je parle pas du cinéma, hein, évidemment on parle du théâtre. Est-ce que d'abord tu aimes pouvoir discuter avec l'auteur, avoir cette liberté-là? Est-ce que
C'est pas toujours le cas, puisque tu as joué 1000 choses. Bah, c'est-à-dire, oui, justement, tout à l'heure, on parlait des débuts. J'ai commencé, grâce à l'art dramatique, à faire que les auteurs deviennent mes amis. Oui. C'est-à-dire, c'était mort pas. Ou vivant, bien sûr. Oui, vivant ou mort. Parce qu'on a tendance à mettre les auteurs sur un piédestal ou dans une posture un peu de statufié. Or, pour moi, le théâtre apporte cette vivacité, ce rapport humain fondamental et comme avec un grand ami. Alors, c'est donc ces auteurs-là, avec Pascal, c'est-à-dire, il a une écriture. En plus, on est un peu de la même génération et donc ça crée. Avec Stan, c'est pareil. C'est-à-dire, ça a créé aussi un spectacle où il y a il y a un amour profond du théâtre avec toutes ses joies, toutes ses douleurs, mais ça, c'est ce qui se partage. Et donc, d'avoir quelqu'un qui écrit, et qui écrit depuis longtemps, parce que Pascal, en 93, on avait fait oui, vous aviez déjà, il avait écrit déjà une pièce, mais il écrivait déjà depuis un moment. Ouais. Moi, je voyais ce qu'il faisait. Et donc, je l'ai fréquenté depuis longtemps. Et ça, c'est l'amitié profonde. Et c'est une amitié artistique, même si on s'est beaucoup séparés, quittés. Mais est-ce que tu as eu envie, toi, Charles Berling, à un moment, par exemple, où vous répétez deux amis, d'infléchir, de proposer quelque chose, je ne sais pas, non, moi. Pascal, il a une écriture très précise et donc on ne rafistole rien dedans. Si on a, à un moment donné, j'ai dit un mot, j'ai dit, est-ce que je sais plus comment ça s'est passé, mal, je pense. Mais, oui, non, pas mal, mais oui. non, c'est-à-dire c'est une écriture très construite. Donc on le sent d'abord, donc on se dit je vais pas changer parce que j'y aurais pas intérêt. Et les auteurs, alors les auteurs, c'est vraiment l'ami profond de l'acteur. Et le problème ou l'ennemi qui peut vous résister. Enfin, il y a des. Oui, mais on peut aussi pas arriver à restituer l'auteur. Le doute profond de l'acteur que j'ai, c'est-à-dire chaque soir on se dit merde, j'y arriverai pas. En fait. Je n'y arriverai pas. Oui. Et par exemple, deux amis. Ici, pour moi, demain soir, c'est terrible. Parce qu'en plus, c'est un public que je connais mieux. Et donc, c'est comme à l'époque, quand on a 14 ans, qu'on joue devant ses parents, c'est horrible. Ouais, il faut donc venir très nombreux. Enfin, c'est pas que vous êtes mes parents, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans un milieu, dans un contexte plus familier, je dirais que quand on jouait à Milan, au Piccolo Théâtre, ou bien là-bas à Princeton et tout, c'est cool pour moi parce que je suis là, je joue et puis personne ne me connaît. Donc ici, cette pièce-là, mais ça veut dire que cette pièce est importante, pour moi en tout. C'est-à-dire qu'elle a une profonde valeur de cette amitié, de ce chemin. Et donc, j'aurai d'autant plus le trac et d'autant plus de doutes parce que je me dis, je vais pas y arriver. Voilà. Alors, on va bien sûr parler des gens, enfin de ceux qui vous ont influencé ou guidé ou qui vous ont servi d'exemple, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, qui vous ont inspiré. Dis-nous, Pascal, déjà, comment toi, qu'est-ce que c'est l'écriture théâtrale, au fond? Est-ce que c'est penser quelque chose sous forme de dialogue? Est-ce que c'est partir d'un thème? Alors, on va parler des acteurs, parce qu'on sait que tu pars d'acteurs souvent, mais c'est très important, parce qu'il y a eu d'innombrables acteurs immenses pour lesquels tu as écrit. Donc ça, on va en parler. Mais c'est quoi déjà l'écriture pour le théâtre? C'est une façon de raconter une histoire sous forme de dialogue ou c'est peut-être un peu basique ce que je dis? Non, moi mon travail c'est de reproduire de l'oralité. Voilà. Oui. C'est-à-dire que. Mais c'est écrit. Oui, c'est-à-dire. Non, mais je veux dire c'est écrit parce qu'il y a une écriture. Oui, quoi. Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire du théâtre, des choses disons plutôt structurées comme un peu de la littérature presque lue. Moi, ce que je fais, j'écris de la parole en fait, parce que je veux dire, au restaurant par exemple avec ma chérie, c'est pas agréable pour elle parce que je passe mon temps depuis toujours à la table d'à côté, quoi. Ah oui, c'est pénible. Hein. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'ai essayé de m'en guérir. Et pourquoi? Pour aller voir. Non, parce que j'écoute, moi. Ah oui. Je veux dire, je passe beaucoup de temps dans les avions, dans les trains, à l'étranger. J'écoute les conversations. Mon bonheur, c'est l'arrivée, c'est l'avènement des téléphones portables. Je veux dire, je suis tellement content. Tu entends une conversation. Mais ouais, parce que avant, les gens, ils avaient un téléphone filaire, donc ils étaient chez eux, et je pouvais pas entendre ce qui se disait. Pourquoi tu es parti, à quelle heure tu arrives, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, partout,
votre corps est projeté dans l'intimité collective. Et moi, c'est merveilleux pour quelqu'un qui écrit. J'ai fait plusieurs pièces qui sont parties. Et d'ailleurs, celle-ci, celle de deux amis qui part sur l'histoire d'un SMS. Je ne sais plus dans quel pays j'étais. Et je voyais manifestement un couple qui était, disons, je pense que j'étais en Italie. Et un peu dysfonctionnel. Voilà, j'étais à Rome. Et voilà. Non, ils étaient en voyage de noces, quoi. Ah non, ils étaient en voyage de noces à Rome, ça se voyait. Comment ils étaient habillés, tout ça. Enfin, tu vois, ils se faisaient un peu russe comme ça. En vacances à Rome. Et puis, j'étais assis à la terrasse de café, je les regardais parce que je les ai trouvés vraiment russes et habillés tout match et tout ça. Et un SMS est arrivé sur le téléphone que la femme de cette personne a vu. Et là, la place s'est transformée en un champ de bataille. Mais Mais non. Tu as senti qu'il se passait. Je me dis, mais je peux pas lâcher ça. C'est merveilleux. Je veux dire, et je l'ai mis sur deux amis. Ah oui. C'est ça que je fais. Je suis un apiculteur des oreilles, des sons, des phrases des gens. Et après, je les retravaille dans mon petit atelier. Oui, parce qu'il y a une écriture, parce qu'il y a quelque chose. Est-ce que toi, tu sens ça, Charles, dans l'écriture de Pascal, cette oralité? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, pour moi, Pascal a cette énorme qualité d'auteur de nous raccrocher au monde réel. L'autre jour, là, on a fait le spectacle Vous êtes ici avec Edith Amsalem et il y avait une paroisse de Castellucci qui disait le théâtre, c'est prendre le réel et ensuite le porter à un endroit particulier. Mais si c'est pas pris dans le réel, ça marche pas. Et lui, quand on le joue, c'est ce rapport entre le réel et la fiction, parce que après il nous fait jouer avec Stan une histoire qui n'est pas notre histoire. Ce n'est pas qu'il est collé à cette réalité, c'est qu'il est complètement et il nous met en relation avec cette réalité. Et donc c'est fondamental. Parce que ce n'est pas une figure pour une figure, une forme n'est jamais en l'air comme ça. Elle est toujours elle a des racines très profondes. Alors, on va parler bien sûr des acteurs pour lesquels tu as écrit, et Pascal, pratiquement toujours. D'abord, une question bateau, mais au fond quand même, on a envie de savoir, est-ce qu'il y a des auteurs de prédilection quand tu es spectateur de théâtre? Est-ce que tu aimes particulièrement, je ne sais pas, Tchekhov, Shakespeare, Molière? Est-ce qu'il y a des univers qui te séduisent plus que d'autres? Des univers de théâtre, évidemment. Oui, bien sûr. Les trois que tu as cités, bien sûr. Et d'ailleurs, chaque fois que je vais au théâtre, que je vois une pièce de Tchekhov, une pièce de Shakespeare ou une pièce de Molière, je sors, je suis dépressif. Parce que je me dis tout de suite, là, c'est là où le doute arrive, généralement. Oui, je ne sais pas je me dis, il faudrait vraiment que j'arrête tout de suite, quoi. Parce que là, Pascal, il y a un problème, quoi. Parce que quand je sais pas, t'as fait Shakespeare, moi, m'est arrivé quand on touche à Shakespeare, on touche au génie absolu, d'accord? À quelque chose qui mélange à la fois ce que disait Charles, c'est-à-dire un profond réel, la cosmogonie, de la philosophie, de la pensée sur l'art, enfin bon, bref, du langage, de la langue et tout ça, de la métaphysique. Avec Molière, c'est un accès plus direct parce que c'est ma langue maternelle. Et Tchekhov, c'est nos vies. C'est le dernier moderne. C'est l'âme humaine, c'est le dernier. Ouais. Mais moi, je pensais à ça parce qu'il y en a d'autres, mais oui, non, mais tu as raison, mais parce que c'est les plus grands et c'est ceux qui sont les plus joués. Mais je pense que, moi, ceux qui m'ont vraiment, par exemple, Thomas Bernhard, qui est un auteur autrichien, a été très important quand j'avais 20-25 ans dans les années 80, et j'ai arrêté totalement de lire parce que je me faisais dévorer par cette langue. Moi, je me fais dévorer par les langues. Donc, quand j'écris, je peux pas lire parce que sinon, je suis dévoré par la langue de l'auteur que je suis en train de lire. Donc, je fais toujours très attention à pas lire pendant que j'écris parce que je suis faible, je n'ai pas de personnalité et donc je me laisse envahir par la langue de l'autre. Et ça veut dire que ton théâtre, après on va demander à Charles bien sûr, tu le sens, comment te dire, dans la lignée. Alors, tu parles de Thomas Bernhard, est-ce qu'on peut parler d'autres, de d'Ibsen ou d'autres. Est-ce que tu te sens dans une lignée d'auteurs de théâtre? Oui, enfin, je parlais parce que tout d'un coup, j'ai vu des auteurs comme Peter Handke,
dans les années 80 qui m'ont libéré dans le sens où j'ai compris que je n'étais plus obligé, que le théâtre n'était pas forcément une petite histoire avec des canapés, avec un verre de whisky dans la main, une entrée gauche, une entrée droite, une histoire familiale ou de couple qui dure 1h15 et qu'on voit en digérant. Donc c'était quelque chose qui pour moi était prescriptif pour moi. Je pouvais pas voilà. Mais alors, quand j'ai vu les auteurs qui pouvaient, comme je le fais moi-même aujourd'hui, des monologues infinis, je me suis dit c'est possible. Et je pense qu'on est une chaîne, en tout cas, qui est une forme de chaîne de libération. C'est-à-dire que moi, j'ai été libéré par ces auteurs-là, et je le vois parce qu'aujourd'hui j'ai 60 ans, et que les jeunes auteurs qui viennent me parler ou les jeunes artistes qui viennent me parler, ils me disent tel texte de toi ou tel truc m'a libéré. Il m'a permis de faire ça, c'est ça. Donc c'est une chaîne où on se libère à travers le temps de ce que l'on imaginait, c'est pour ça que je reviens à l'école, de ce qu'il fallait faire, ou de ce qu'on nous disait comment il aurait fallu faire. Parce qu'à l'école, on les a lus, enfin, tu as été obligé, ou en tout cas peut-être... De toute façon, on est obligé de réinventer les formes parce que le monde change et qu'il faut trouver... il faut trouver de la même manière que dans les aquariums, là, il y a des sortes de poissons nettoyeurs qui sont collés à la vitre comme ça. Et nous, quand on écrit, on est collé au réel. Et donc, il faut absolument trouver d'autres formes, vous voyez, pour donner des choses. Sinon, moi, je me sens comptable de l'environnement et de mes contemporains par rapport à ce que j'écris et à ce que je repropose ensuite. Mais sans aller, évidemment, Charles va nous expliquer aussi, vers ce qu'on peut appeler un théâtre politique, ou enfin, tu me diras peut-être, je ne sais pas si tout est politique, mais ce que tu écris, c'est plus sur l'intime, c'est plus sur, oui, ce que je disais, l'âme humaine, mais et pas forcément quelque chose d'inclus dans une société, dans un contexte politico-social. C'est pas ça vers quoi tu vas. Non, parce que moi, je suis pas militant, par exemple. Oui. J'ai tout à fait du respect pour les militants, mais moi, ce que je fais, c'est autant politique, mais c'est à l'intérieur de l'histoire que je fais. C'est pas ouvertement dire aux gens, voilà comment il faut penser. Il y a une lutte des classes, il y a des pauvres et des riches. Et par exemple, quand je travaille en Chine, forcément, mes textes sont censurés. Mais ah oui. Bah oui. Mais pourquoi? Parce que la Chine, c'est une dictature, donc. Oui, mais voilà. Ce n'est pas subversif ce que tu écris. C'est la preuve que si, puisque en fait. C'est intéressant parce que c'est la description de ce que nous. Pour dire un mot, je prépare en novembre 23 une pièce que je suis en train d'écrire pour des acteurs au Caire. Et quand j'écris, ils sont, je sais pas, 10 ou 12. Et quand je leur dis, voilà, parce que je sais jamais ce que je vais faire avant. Mais je le fais en fonction de ce que les acteurs me disent de leur vie, ou etc. Même si je fais pas des œuvres autobiographiques de leur vie. En Égypte, on peut pas parler évidemment de sexe, on peut pas parler d'amour d'une certaine manière, on peut pas parler de religion, la femme a un rôle on peut pas parler de politique, on peut pas parler de Al-Sisi. Donc, quand vous écrivez, c'est absolument fascinant. Et je prépare aussi une production en Chine avec les mêmes questions. Et je me retrouve un peu comme un auteur, je sais pas... Très, très politique, c'est ça. Très comment les mecs à l'époque, sous Staline, devaient réfléchir à comment ils écrivaient des trucs, vous voyez ? C'est-à-dire que nous, qu'on n'a pas du tout ici en France, que j'ai pas en Italie ou dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis. Mais dès lors, et j'ai travaillé en Syrie du temps de Hafez al-Assad, c'était le même problème. C'est-à-dire que ces régimes-là, manifestement, pour eux, et ouais, le théâtre, c'est dangereux. Le théâtre, c'est dangereux. La preuve, puisqu'il faut que... Moi, les textes que j'ai faits en Égypte, les productions que j'ai faites en Égypte, une semaine avant, on prend le texte, on va l'apporter chez la commission, etc. Et elle revient. Voilà. Et une chose très belle, par exemple, quand je travaille en Chine là-dessus, lorsque les phrases sont coupées, les acteurs font ça. Et ils repartent. C'est-à-dire que tout le monde dans la salle sait que il y a un endroit qui manque et fonctionne par replacement imaginatif de la partie manquante. Et quand je travaillais au Théâtre d'Art de Moscou il y a quelques années, je parlais avec les acteurs qui me disaient, quand je leur racontais ça en Chine, ils me disaient qu'ils faisaient la même chose du temps de Staline, les vieux acteurs au Théâtre d'Art. Et ils me disaient que quand il y avait quelque chose qui était coupé, ils faisaient hop, ils repartaient, et tout le monde dans la salle entendez cette part manquante. C'est extraordinaire, non? C'est l'histoire du théâtre et de la... Donc, ça ne te décourage
pas, toi, en tant qu'auteur, d'aller travailler dans ces pays, sachant qu'il va y avoir une forme d'autocensure ou même de censure? Non, parce qu'en fait, avec les jeunes metteurs en scène, jeunes auteurs, les jeunes... C'est la censure. Non, mais voilà... C'est pas reparti, c'est reparti. C'est important pour les jeunes. Moi, je travaille pour les jeunes acteurs parce que je sais que, comme je le disais, c'est une chaîne. Je sais que je modifie aussi leur perception par rapport au théâtre occidental et que même s'il y a une jeune fille, un jeune garçon qui va modifier son rapport à l'art parce qu'il a vu ce que j'ai fait, même s'il manque quelques phrases, pour moi, j'ai travaillé. Alors Charles, ton rapport au texte, puisqu'on a entendu Pascal sur ses inspirations, bien sûr sur des grands auteurs classiques qui ou l'intimident, ou lui procurent des doutes, mais qui sont là quand même comme des figures tutélaires. Et qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a nourri, toi? Qu'est-ce qui t'a plu de jouer? Qu'est-ce que tu as aimé instantanément? Quels souvenirs les plus forts tu as... C'est reparti, voilà. Tu peux prendre le micro. C'est difficile, évidemment, hein, parce mais je dirais que Pascal, tu as beaucoup je m'aperçois que j'ai quand même joué beaucoup plus d'auteurs vivants, contemporains, que de classiques, beaucoup plus. Parce que, ou morts, mais récemment, comme Coltès, disons des auteurs du XXe siècle, j'en ai beaucoup plus joué que des auteurs classiques. J'ai joué Hamlet de Shakespeare, j'ai joué quand même des classiques. Mais même quand j'ai joué Ulysse, c'était Boto-Strauss qui l'avait écrit. L'écriture contemporaine m'intéresse beaucoup parce que pour moi, je suis traversé. Elle est traversée par des questions qui sont, encore une fois, c'est comme des amis, c'est mes contemporains en fait. Ça ne veut pas dire que, comme dit Pascal, quand on joue Shakespeare ou Molière, c'est extraordinaire parce qu'il y a quelque chose qui a traversé le temps de façon magique, parce qu'ils sont aussi très contemporains. Hein, moi, je ne refuse pas du tout. C'est pour ça qu'on les joue aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose de... D'ailleurs, là, dans la pièce, dans Deux Amis, il y a deux directeurs, metteurs en scène, acteurs qui se disent on va monter des Molières à la manière d'Antoine Vitesse. Donc là, on est dans une pièce qui raconte plusieurs étapes de l'histoire du théâtre. Et l'histoire du théâtre, elle est humaine et elle est en fait très courte. Parce que des milliers d'années, c'est très court. En même temps, elle est beaucoup plus longue que l'histoire du cinéma, Charles. Mais elle est immémoriale, l'histoire du théâtre. Elle est des Grecs anciens jusqu'à... Immémoriale. Bon. Mais quand même, quand on joue quelque chose, plus au théâtre qu'au cinéma ou à la télé, mais quand on s'implique dans une production théâtrale, il faut qu'il y ait une nécessité, pour moi, très forte. Et ça va... je me dirige plus... vers les auteurs contemporains, même si commercialement, c'est pas une bonne idée. Oh, ça dépend. Non, parce que les auteurs contemporains sont toujours plus difficiles à vendre. Moi, ça me désespère. C'est ce que tu constates en tant que directeur de théâtre? Mais oui, bien sûr que oui. Et Pascal a constaté ça aussi. C'est-à-dire, non, regarde, si tu veux remplir la salle tranquille, tu fais un Molière. Oui, bien sûr. Et Dieu merci, c'est notre langue. Non, mais c'est pour ça que je dis commercialement, en faisant une blague là-dessus, mais c'est quand même important. Et là, c'est en plus quand on est directeur de théâtre, on se pose la question. On est comment dirais-je, on est ému par cette question naturellement. C'est logique. On amène toute une équipe, tout un théâtre. Le théâtre, c'est parce qu'on est ensemble. Donc si j'ai vécu ça à Gennevilliers avec Sobel, où il y avait 30 personnes dans la salle sur un magnifique auteur allemand de l'Est, en plus. Il y en avait beaucoup plus quand Pascal a dirigé le théâtre, je peux vous le dire. Christophe Hein, non, mais c'était pas c'est quand Bernard Sobel, il était avant. Il y avait 30 personnes dans la salle, mais moi j'étais désespéré. Je disais, c'est pas normal que les gens soient pas intéressés par ça. Parce que la pièce, elle était géniale, elle était super, mais c'est plus difficile. Beaucoup plus difficile. Alors, on a parlé des inspirations des grands auteurs. Pour les metteurs en scène, parce que vous l'êtes l'un et l'autre, et Pascal est à la fois dramaturge et metteur en scène. On sait que tu as travaillé avec Vitesse, que tu as travaillé avec Claude Régis. Est-ce qu'il y a une lignée aussi? Est-ce qu'il y a certains metteurs en scène qui t'ont plus inspiré que d'autres? Est-ce que tu peux te réclamer de certains Oui, bien sûr, parce que une fois de plus, moi j'aime bien les gens qu'on pourrait ranger dans la catégorie ce qu'on pourrait appeler les grands poètes de la scène. Oui. C'est Pina Bausch. Oui. Grande chorégraphe allemande, évidemment. Voilà. Alors là, voilà.
ça. Ouais. J'ai vu ça, j'avais 16 ans, donc j'y suis retourné tous les soirs, je pleurais tous les soirs, j'étais devant un truc inexplicable. Parce que la beauté, on sait, c'est inexplicable. Et donc, et puis après, j'ai vu Vitesse, et après, j'ai vu Claude Régis, où là, c'était pareil, c'est un traitement du réel absolument inouï. Et puis un acteur, un metteur en scène peut-être que vous connaissez plus mal ici, qui tournait très peu à l'époque, qui jouait essentiellement à Paris, mais qui est pour moi un des plus grands, qui était Klaus Michael Gruber, qui a été un metteur en scène, voilà, vraiment un vrai poète de la scène, un metteur en scène allemand. Et voilà, ça c'est des gens qui sont... Et parmi mes contemporains qui sont toujours vivants, il y a mon ami Romeo Castellucci, dont on parlait tout à l'heure, et dont je te disais que pour moi, il était sans doute le plus... pour moi, c'est le plus grand artiste vivant de performing art, et à la fois aussi... d'art visuel, parce que ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est... Et je te disais que pour moi, c'était... je n'ai jamais vu un spectacle de Roméo que j'ai trouvé plus faible que l'autre. Et on est tous avec des moments où on est plus brillant et des moments où on est plus faible. De tout ce que j'ai vu depuis une trentaine d'années des productions de Roméo, c'est ce qui me paraît être aujourd'hui, et voyant quand même beaucoup de théâtre dans ma vie à travers le globe, le plus grand. Grand metteur en scène italien, qui fait aussi beaucoup de mise en scène d'opéra, et que nous aimons, qui peut-être d'ailleurs est plus joué en France ou en Europe qu'en Italie, peut-être, enfin, en tout cas. Et toi, Charles, alors, on le sait que tu as joué sous la direction de très grands metteurs en scène. Toi-même, tu es metteur en scène. Je crois tu as aussi encore un projet avec Ivo Van Hove, mais je ne sais pas où ça en est, mais tu m'avais dit qu'il y en avait un. Voilà, vous allez le jouer ici. Qu'est-ce qui t'a appris, qui t'a appris quelque chose au fond, qui t'a fait sortir de toi-même, qui t'a c'est difficile à vraiment à résumer comme ça. C'est un très long parcours, et puis il est vrai que, parce qu'on en parlait l'autre jour là justement, vous êtes ici, des metteurs en scène comme Claude Régis. Par rapport à l'époque que nous vivons aujourd'hui, où c'est compliqué parfois au théâtre, parce que Claude Régis, pour moi, quand j'ai répété pour lui, on jouait une pièce de Boto-Strauss qui s'appelait Le Parc, eh bien, je souffrais beaucoup. J'ai appris énormément, mais par la douleur, en souffrant. Donc on entend aujourd'hui, il faut pas souffrir au travail et tout, mais moi j'ai failli me suicider 3 fois pendant les répétitions. Mais parce qu'il était exigeant, parce qu'il était dur, parce qu'il était... Mais non, parce qu'il était un être humain aussi, mais que tout d'un coup, je sais pas, c'était un homme passionné qui je sais pas, il dirigeait ses acteurs, puis à un moment donné, il avait pas ce qu'il voulait, donc il disait non, c'est nul quoi, et c'était agressif, c'était dur à vivre. Donc très dur, surtout là j'étais un jeune acteur et tout, je l'admirais, j'avais vu des spectacles de lui, donc c'est très difficile. Mais je me suis rendu compte après que malgré ça, comment dirais-je, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris avec lui, énormément. Et aussi parce que je devais je devais résister. C'est qui est de cette phrase magnifique. Tout ce qui ne tue pas engraisse. C'est Freud. Non, c'est Nietzsche, exactement. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Bon, ça fait partie du théâtre pour moi. Comme beaucoup de passions dans la vie. Et alors, on va dire peut-être aujourd'hui, on entend que, on va dire c'est malheureux d'avoir. Je dis, et puis j'ai joué aussi Jean Eustache, par exemple, donc. Pas de plaisir sans peine, qui disait Jean Eustache. Je trouve ça très beau. C'est vrai. Et le théâtre, c'est ça. Et c'est pareil avec nous, avec le public, ou même quand je suis dans la salle pour voir un spectacle, ou quand vous venez au théâtre. Oui, il y a des moments où ça peut être un peu ennuyeux, c'est pas forcément facile. Comme c'est facile de voir un truc rapide à la télé, de voir un blockbuster. J'ai pas un truc entertainment, divertissement. C'est pas facile, mais à des moments, je sais que j'ai des souvenirs de théâtre où je me dis, je me fais chier, et puis après je sors, je me dis, mais j'ai vu un truc, quelque chose s'est passé par ailleurs. C'est-à-dire, c'est ça qui est beau avec le théâtre. Il y a une récompense, il y a un effort, peut-être. Non, c'est que c'est pas forcément à l'endroit où on s'y attend que ça vous touche. Oui, en tant que spectateur, tu as raison de le souligner. C'est exactement ce qui se passe. Pascal, toi, on en a beaucoup parlé aussi en venant ici dans notre trajet. Tu es metteur en scène, enfin tu es l'auteur qui met en scène. Mais je le disais, tu as beaucoup écrit souvent pour des acteurs, en pensant aux acteurs, et non des moindres, puisque c'était la plupart du temps
Je pense à actrice, je pense à sœur, je pense à une vie, je pense à architecture, je pense à répétition. Enfin, il n'y a que des pièces d'ailleurs très courtes, les titres, j'ai remarqué. C'est rarement des titres longs. Et Charles, bien sûr, 2 amis avec Stanislas Nordet. Donc, tu penses à eux. D'abord, comment ça s'est fait, ça, ce cheminement-là? Pourquoi et comment ça a commencé? Je vais écrire pour un acteur ou pour une actrice. Comment savoir? Je sais pas. C'était, je vous dis, j'écrivais de la poésie, puis je sais pas, je devais être en seconde et je l'ai donné à ma copine de l'époque, je l'ai donné à mes copains de l'époque, et je leur ai dit, ah non, mais pas comme ça, non, arrête, mets-toi près de, mets-toi près de la lumière, de la salle de classe ou de la lumière, cette lumière sublime qu'il y a dans cette région, quand même, faut le dire, quoi. C'est une lumière sublime, là, quand on est arrivé, là, la lumière est sublime. Donc, en fait, je suis devenu, metteur en scène comme ça. J'ai pas fait d'école. Je voulais pas faire d'école, je voulais pas avoir une carrière personnelle, je voulais faire un truc collectif avec mes amis. Et donc j'ai commencé à écrire pour eux, pour leur façon de parler, leur rythme, etc. Mais encore avant ça, en fait, comme je détestais le football et que j'étais vraiment pas bon en football, je sais toujours pas jouer, j'ai aucune envie de jouer au football. Et donc pendant les cours de gymnastique, il fallait faire du football et moi, j'aime pas les ballons, ça me fait mal, on se prend des trucs sur la tête, j'arrêtais pas de me faire engueuler, que c'était pas ça qu'il fallait faire, je comprenais rien aux règles. Donc très vite, on m'a envoyé sur le banc de touche avec les filles, puisque les filles, à cette époque-là, ne faisaient pas de foot. Et moi, je suis resté sur le banc de touche à écouter les filles et je suis devenu écrivain comme ça, c'est-à-dire en écoutant, en ayant accès à un monde merveilleux, qui était pas ce monde de mecs horribles là, qui se hurlaient dessus, qui transpiraient, qui étaient comme ça. Là. Moi, je détestais ça, ça me faisait peur. Par contre, être avec les filles et avoir cet accès à ce monde, l'autre monde, quoi. Tout d'un coup, et c'est pour ça que j'écris tant pour les actrices, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que en fait, j'ai pas changé. Plus pour... Mais c'est pas vrai, parce que tu as écrit beaucoup pour des acteurs. Oui, mais j'aime bien écrire pour les actrices. C'est quand même mon truc d'écrire pour les actrices. Oui, oui. C'était ça un peu le... Ah oui, parce que c'est un monde... C'est le monde auquel j'aurais jamais accès au fond, et je le vois d'autant plus que j'ai 2 garçons et un petit garçon de 2 ans et demi, et je vois la relation la relation d'une mère avec son enfant, même si je suis très proche de mes enfants, mais il y a un truc qui est au niveau du ventre que je pourrais, il y a une sorte de truc entre l'écorce et l'arbre là, et cet espace là. J'essaie d'y rentrer avec la littérature. Avec l'écriture. Donc ça veut dire que quand tu te mets à écrire, tu penses à quelqu'un. Et c'est ça qui... toujours. Voilà. Et au fond, l'histoire, l'écriture, elle naît de ça. Oui, elle naît du corps de Charles, elle naît de son débit. Oui. Parce que Charles a un débit tout à fait particulier. Une façon de... C'est un peu comme, disons, une sorte d'eau vive sur lequel viendrait toujours une sorte de petit poisson argenté qui descendrait en même temps que l'eau vive. C'est un truc qui descend comme ça. Ah ouais, mais c'est super pour moi. C'est vrai, parce que c'est parfois... C'est un super débat, je trouve. Voilà. Sans arrêt. C'est vraiment un débat génial. Stanislas Nordet, c'est pas ça du tout. Non. Stanislas Nordet, c'est beaucoup plus construit. C'est extrêmement construit, c'est une hache. Je sais pas s'il est là, mais... C'est une hache. C'est un truc, voilà. Quand j'écris pour... Charles, c'est l'eau vive, et Stanislas, c'est le bûcheron qui... Là, au moment où on parle, il y a une de mes pièces qui s'appelle Rangée, que je viens de créer il y a 3 jours avec Jacques Weber. Écrire pour Jacques Weber, ça n'a absolument... C'est pas du tout le même rythme, vous voyez. Tu as écrit déjà architecture pour lui et pour d'autres acteurs, bien sûr. Voilà. Oui. Il est là. Il est là. Voilà. Alors la hache. Mais peut-être vous avez vu pour certains Stanislas Nordet qui jouait Clôture de l'amour il y a peu de temps. Avec Audrey Bonnet, voilà. Et donc, autre immense. Pour celui-là, j'ai beaucoup écrit. Ça pas fait te mettre longtemps. en costume. Autre immense personnalité du théâtre, vous le savez, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre. On peut le dire, Charles. Oui, totalement. Bonjour Stan. Voilà. Avant les questions au public, peut-être. Oui, on va. Je voudrais juste dire une chose. Bien sûr, on va passer. Parce que la première pièce que j'ai jouée de Pascal, ça s'appelle De mes propres mains. C'est d'ailleurs une pièce qui est encore jouée aujourd'hui. J'ai monté la version à New York. Et qui est l'histoire d'un homme qui perd la pensée. Et moi, je me souviens que on avait 3 semaines pour monter ça et pour apprendre le texte et 1h20 de paroles insensées, entre parenthèses. Enfin, entre guillemets. Au fond, c'est pas insensé. Il y a une cohérence interne. Mais c'est incompréhensible. Et
Et je dirais que là, on touche, pour moi, au fondement de la poésie, c'est-à-dire les sons des mots, l'alignement des mots, parce que cet homme, justement, perdait la pensée. C'est ce qu'il écrivait, c'est que il sait plus penser, parce qu'il est amoureux, et il y a une femme encore à l'autre bout de l'Atlantique, etc. Mais moi, ce qui m'a, à ce moment-là, et il y avait le metteur en scène qui était lui, et qui disait, comme il a dit là, ça m'a fait penser à ça, parce que il a dit, non, va un peu plus vite, non, va plutôt là. Puis après, il commençait le spectacle et c'était tout noir. Les gens voyaient rien, m'entendaient. Moi, je pouvais aller près des gens, reculer. Donc, en fait, c'était qu'une expérience sensorielle, où presque le sens disparaissait. Et donc, un metteur en scène peu directif, enfin, oui, libre, enfin, qui vous laisse... Non, il est pas, non, il est comme, les bons metteurs en scène vous mettent dans un cadre qui vous définit, qui vous fait fonctionner, en fait, qui vous met en marche. C'est pas le mauvais metteur en scène, il va dire "Ouais, mais là, à ce moment, tu devrais jouer comme ça. Là, tu devrais faire ci. Et là, à ce moment-là, il y a des très bons metteurs en scène qui font ça, Charles. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'écoles. Enfin, il y en a qui sont très près du corps de l'acteur et qui vont le diriger pas à pas. Non. Il a raison, c'est vrai. Même Chéreau était sur Chéreau était près de parce que l'acteur. c'est pareil. Non, mais c'est pas pareil un metteur en scène qui dit "Mets-toi là, va plus vite." C'est pas pareil. Le mauvais metteur en scène, il dit "Là, ton rôle, il veut dire ça, et tu vas me faire le plaisir de." C'est-à-dire ce que tu dis dans la pièce, des idées, des pensées sur l'œuvre et tout ça. Un acteur, il est comme n'importe quel être. Alors, il appréhende à son niveau une œuvre. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tout de même, avant de présenter quelque chose au public, on imagine que et le metteur en scène et les acteurs se sont posés et ont essayé de réfléchir à ce qui est vraiment dit dans la pièce, c'est-à-dire au sens. Ah non. C'est très très rare. Et même par exemple Ivo Vanov, quand on a fait Vue du Pont, il m'a jamais dit ton rôle il veut dire ça, c'est ça que ça veut dire. Jamais. Et là, jamais. Et là même, il fait une mise en scène. Pascal, il fait ça parce qu'il va beaucoup à l'étranger. En fait, il fait une mise en scène. Il va reprendre sa même mise en scène, mais avec d'autres acteurs. Mais c'est la mise en mais les acteurs, ils vont pas jouer pareil. Mais le spectacle, il tient parce que la mise en scène, elle est juste. Et donc l'acteur, après, il arrive avec sa sensibilité. Et il fait fonctionner cette mise en scène. Plus ou moins bien après, d'accord, sans doute. Je parlais du travail sur le sens profond. Et qui nous parle à nous. Le sens profond d'une œuvre, c'est ce que c'est pour ça que je voulais juste prendre cet exemple de mes propres mains, où là, il n'y a même pas de sens évident, puisque le type qui parle, il a perdu le sens de sa parole. Donc, tout est affaire de sensibilité. Et c'est là où je dis ça, le théâtre et la poésie, c'est pareil. Parce que la poésie, parfois, on lit un poème, on ne comprend pas, mais on l'aime. Mais il vous rentre dans la peau. Vous ne savez pas pourquoi. Et moi, je trouve que c'est le meilleur, à la limite, c'est là où c'est le plus grand. C'est comme tu disais, comme les spectacles qu'on a vus, où on a vu Bob Wilson, Gruber, on voyait des trucs, puis on se disait, j'ai rien compris, mais c'est extraordinaire. Je sais que c'est ça que je veux faire. Ben, c'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus fort que toutes ces rationalités qui réduisent en permanence le réel à soi-disant, soit des chiffres, soit des situations, des sondages, des machins. C'est beaucoup plus beau et beaucoup plus complexe. Je parlais pas de ça, je parlais d'acteurs ou de metteurs en scène qui vont tellement à la quintessence de ce qui est dit. Alors, je pense peut-être plus à des auteurs morts, Marivaux, Molière ou Tchekhov, je ne sais pas. On va tellement dans le sens qu'on va rendre la langue très contemporaine, au fond. Parce qu'on est tellement imprégné de ce qu'est... Non, mais des gens comme Jacques Lassalle ou comme... c'est des types de metteurs en scène aussi. Je veux dire, c'est aussi une école. Je veux dire, l'école de Strehler, par exemple, d'où Chéreau est aussi sorti. C'était aussi une époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans des objets qui sont un petit peu plus je sais pas comment le dire, mais un peu plus des œuvres d'art, moins des choses scolaires sur un sens qui serait fermé. Vous parlez avec tous les acteurs du monde. Tous les acteurs ne parlent que d'ouvrir le sens, d'essayer de faire que ce soit ouvert. On passe notre temps à ouvrir parce qu'on sait, nous, quand on fait ça, qu'on s'adresse à des cerveaux très, très, très différents. Il faut qu'on soit comme des parapluies, comme des jets d'eau. Vous savez, les jets d'eau qu'il y a à l'été, là, qui font comme ça. Voilà, donc il faut qu'on soit comme ça, des jets d'eau. Alors, des jets d'eau. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Parce qu'on a pris déjà pas mal de temps. On a parlé pendant une petite heure, tous les trois. Mais il y a forcément des interrogations. N'hésitez pas il y a un micro qui va circuler. Voilà, merci madame. Qu'est-ce que vous pensez d'un metteur en scène alors qu'il était vraiment... Vous ne pouviez rien faire
sans le regarder, Tadeusz Kantor? C'est une très bonne question. Tadeusz Kantor, d'après ce que j'en sais, il était sur le côté, là, pendant les représentations. Et il avait, à l'époque, il y avait encore des lampes genre Mazda, vous voyez, avec un côté rouge et côté vert, qu'on s'accrochait quand on avait un vélo pour la nuit. Et donc, il avait un côté, il faisait, quand il mettait du côté vert quand il est content, et du côté rouge, en même temps que les acteurs jouaient. Enfin, moi, j'ai toujours raconté ça. Je trouve ça terrifiant, mais c'était un immense artiste. Enfin, je sais pas. Pourquoi vous pensez à lui? Parce que j'ai vécu à Avignon. Ah oui, très bien. Ah, la classe morte. Vous avez vu quel spectacle? Colette. Attends, il y a un micro, Colette. J'ai vu Qu'ils crèvent les artistes. Ah ouais. Ah oui, oui. Quelle chance. Sublissime. Voilà. Oui, Alors, mais par exemple, la classe morte, c'était un spectacle où il y avait Cantor qui était là. Oui. Et puis, c'était du rythme. C'est comme un chef d'orchestre. Il faisait hop, hop. Et il bougeait et tout. Et ça faisait partie d'ailleurs de. Oui. Donc, c'est ce que, c'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il leur disait, tu vas jouer ci, tu vas. Mais ça pose pas de problème à un acteur. Chiro, il faisait ça, mais ça pose aucun problème. Parce que d'abord, il y a le regard du metteur en scène. C'est ce dont parlent beaucoup deux amis. C'est-à-dire, c'est le regard amoureux du metteur en scène. Quand on est aimé, on est super, quoi. C'est quand on n'est pas aimé qu'on devient pas bien. Enfin, non, mais qu'on est malheureux. Enfin, qu'on n'arrive plus à avancer. bien sûr. C'est ce que je dis dans Deux amis, ça se voit, parce que je le dis à un moment donné, enfin, l'un des deux le dit, qu'il n'y a rien de plus laid qu'un spectacle où les acteurs ne sont pas regardés. Et il y a beaucoup de spectacles qui sont comme ça. Parce qu'en fait, les metteurs en scène, ils font autre chose que de regarder leurs acteurs. Ils ont des idées préconçues et ils voudraient arriver absolument à ce but-là. Et alors que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de... Bah aussi parce que c'est des textes que j'écris pour les acteurs. Donc je ne suis pas dans la même situation que si je montais le texte. Mais par exemple, j'ai vu un spectacle dimanche. C'est la même chose. Oui, à Bobigny. À Bobigny, de Stanislas Nordet, alors que le dimanche, je préfère rester avec mon petit garçon. Et je suis allé à Bobigny pour voir les... Et c'était merveilleux. Le texte de Léonard Amiano et ce qu'en a fait Stan avec les actrices, c'était imparable. Mm. Et donc, voilà. Et je pense pas... Et Stan, il n'est pas sur le dos des acteurs non plus, quoi. Non, il pourrait nous parler, bien sûr. Alors, y a-t-il une autre question? Voilà. Étant donné je ne vais pas dire le fiasco, mais vous avez parlé d'une pièce d'un auteur allemand de l'Est où il n'y avait eu que 30 personnes. Donc, je me dis, vous savez que vous prenez un risque, en fait. Et donc, pourquoi prendre ce risque, à moins que vous soyez dans un endroit où il y a un haut niveau de culture et vous savez que ça va intéresser tout le monde? Pourquoi prendre ce risque? Parce que je pense que c'est un risque, parce que c'est un métier où on peut séduire beaucoup de monde, ou parfois très peu. Et moi, j'aime beaucoup ça. En fait, je pense que on ne doit pas se dire, on doit être le plus possible, faire ce qu'on aime, et après, ça a plus ou moins d'incidence sur la masse du public, la masse des gens. Mais c'est pas ça qui doit déterminer l'amour qu'on a de ce métier. Parce que après, ça pervertit le réel rapport au désir, pour moi. Donc, c'est une souffrance parce que je me dis, c'est pas parce que, et là, pour diriger un théâtre, je suis bien au courant, et toute l'équipe ici le sait, c'est-à-dire, c'est difficile de faire venir les gens. Parfois, on voit ici, on a des œuvres, mais on se dit, putain, mais pourquoi la salle n'est pas totalement bourrée? Pourquoi on refuse pas du monde? Ben, c'est comme ça. Alors, il faut l'admettre. Après, on travaille au maximum pour faire, mais bon, bah, je sais, moi, j'ai fait des films à grand public. Et ben là, tout d'un coup, on a 4 millions de personnes où je fais une télé. On va avoir, Claire, elle le sait aussi. C'est-à-dire, on peut avoir des audimates énormes, mais c'est pas ça qui configure le truc premier, quoi. Ça ne doit pas être ça. Après, c'est important, comme on le fait dans ce théâtre, avec toute l'équipe, de se battre pour que soient reconnues des œuvres qu'on estime être reconnues. Mais c'est un combat, parce que ce sont les masses, c'est comme ça. Mais et pour fréquenter les deux, c'est la culture. Était bien. Voilà, bien sûr, c'est la difficulté de porter la culture. On y croit parce qu'on y croit, et c'est indispensable. Et on est dans un pays, bien sûr, où, Dieu merci, il y a une place très grande qui lui est accordée, et dans les institutions, et même dans les institutions d'État, et dans les mentalités, au fond, et dans l'histoire.
mais on se heurte aussi à quelques contingences matérielles, économiques, et comme tous les directeurs de théâtre le savent, on n'a pas tellement parlé de ce rôle de directeur de théâtre, mais tous les deux le sont et l'ont été. Et évidemment, c'est très important dans cet univers du théâtre. Bon, mais il faut accepter aussi ça. Alors, y a-t-il encore une... Alors, question subsidiaire. Malheureusement, selon moi, c'est un combat perdu, en fait, parce que, à moins que ce soit une personne mainstream, on n'arriverait jamais à faire des salles combles avec un auteur contemporain. Peut-être la solution, ça serait, je sais pas, de brader le prix des places, mais à moins que vous ayez, je sais pas, je sais que par exemple, Fabrice Lucchini fait des salles pleines tous les soirs, mais c'est parce que lui, mais si vous prenez un auteur lambda, je suis désolé, même s'il est cité dans un duvet, ça ramènera jamais autant de monde que Molière ou Shakespeare. Bah ouais, mais Molière, il a d'abord été un auteur contemporain. Donc, en plus, on arrive à faire des salles combles avec du théâtre contemporain. C'est juste que c'est le combat de la poésie. Ce qu'il faut dire, c'est que ce à quoi tu fais référence, c'est à un certain moment du théâtre, dans une banlieue en France, avec un metteur en scène qui montre des choses extrêmement peu grand public, qui acquiert à travers 60 ans de théâtre. C'est un immense metteur en scène. Et il va choisir des auteurs qui sont justement pas mainstream et tout ça, parce que c'est son travail, c'est sa mission. Et quand il dit qu'il y a 30 personnes dans la salle, il faut voir aussi que ce théâtre dont il parle, à savoir le théâtre de Gennevilliers, en banlieue parisienne, dans ce qu'on appelait la banlieue rouge, ce metteur en scène dont il parle, à savoir Bernard Sobel, pendant quasiment, je crois, 40 ans, 45 ans ou 50 ans, a rempli des salles tout le temps. Donc voilà, il faut juste pas confondre, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Et il y a évidemment beaucoup d'auteurs vivants qui remplissent les salles et tout ça. C'est pas... Ce qui est important par rapport à cette notion-là, c'est que, mais ça vaut aussi pour, par exemple, quelqu'un comme Claire, dans son métier de journaliste. C'est-à-dire, il y a des moments où on est dans une visibilité énorme et d'autres pas du tout. Et que je crois que la droiture, l'intégrité de quelqu'un avec son métier, qu'on soit journaliste, acteur ou n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est de pas chercher forcément ça. Parce que sinon, c'est un piège. Moi, je le pense profondément. Et c'est un piège où après, on peut être déraciné de soi-même, mais être un bel objet transporté partout. C'est pas ça le théâtre. Pour moi, quand j'ai commencé au lycée du Mont-d'Urville, vraiment, et je me disais pas, j'aimerais bien être un acteur connu, mais pas du tout, j'en avais rien à foutre. Je voulais être, je voulais faire ce qui me sauvait la vie, ce que je trouve magnifique. C'est-à-dire, comme disait Pascal tout à l'heure, côtoyer de la beauté, faire de la merde où j'étais, de la beauté, sortir de cette glu. Ça se transpose à tous les métiers. Moi, je n'avais aucune idée d'être connu un jour. Ça n'était pas du tout ce qui m'intéressait. C'était de faire mon métier de journaliste dans la presse écrite. Ça m'allait très, très, très bien. J'aurais jamais imaginé faire autre chose. Et puis, ça s'est trouvé comme ça. Mais ça me plaisait comme ça aussi. Enfin, voilà. L'autre question. Alors. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est là. J'ai deux questions. Une pour Pascal. Dans quel état vous décririez l'état dans lequel vous êtes quand vous écrivez? Et la deuxième question, c'est pour Charles. Comment est-ce que tu as reçu le texte qui a été écrit pour toi dans Les Deux Amis? Ça t'a fait quoi quand tu l'as lu? Alors, première question, première réponse. Moi, comme maintenant, là, je suis tout à fait calme. Je déteste les postures d'auteurs. J'écris partout où je suis, principalement dans les Airbnb et dans les aéroports, parce que je suis tranquille. J'adore écrire dans l'avion. Donc je n'ai pas de bureau fixe avec des petits trucs punaisés, des mots, des phrases. Non, j'ai besoin de rien pour écrire. Et j'ai besoin des acteurs. J'ai besoin de Stan, j'ai besoin de Charles. Là, je les ai dans ma tête et puis je les fais parler, quoi. Mais non, tout à fait. Par contre, pour répondre vraiment, je pense qu'écrire, c'est une question de disponibilité. Donc c'est aussi pour ça, raison pour laquelle je prendrai plus jamais un autre théâtre aussi, c'est que aujourd'hui je suis heureux avec ce que je fais, de travailler comme je fais en freelance, et ça me donne du temps pour pouvoir écrire et être disponible. Écrire, c'est être disponible, c'est-à-dire qu'il faut se mettre pas dans un état,
mais juste ne pas être dérangé par un SMS, un email, une chose à faire. Moi, je ne peux écrire, par exemple, je suis un peu maniaque sur ce coup-là, mais je ne peux écrire quand mon lit est fait, que tout est rangé, que chaque objet est calme dans l'appartement. Et là, je peux commencer à écrire. Quand il y a un statut zéro de la pièce. Mais dès que c'est quelque chose, je peux pas. Je suis entièrement dans l'écriture, mais dans un état de disponibilité absolue. Et je laisse simplement sortir. Et des fois, la semaine dernière, j'étais au Théâtre National de Bretagne. Il y avait des jeunes acteurs qui avaient travaillé des textes à moi. Et j'ai écouté ça et je ne savais pas qui a écrit ça. Je ne me souviens pas des textes, je ne sais pas à quoi ça correspond, quelle pièce c'est, et j'en ai écrit beaucoup. Je ne me souviens de rien. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris, j'ai l'impression de plus en plus dans un rapport... mais franchement, c'est pas pour faire le mariole. Je ne sais pas qui écrit quand j'écris. Mais en tout cas, ça sort. Ça, c'est certain que ça sort. Et après, ça arrive à eux. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai la sensation d'écrire des lettres aux acteurs à qui j'écris. Et c'est pour ça qu'ils les comprennent assez bien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une grande nécessité de beaucoup parler, parce que c'est adressé. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, s'adresser à quelqu'un, ça veut dire je t'ai vu, je te parle, je t'écris. Et ça fait, ça donne un statut à la personne. C'est ce qui manque trop souvent dans la société dans laquelle on est, où on n'est pas regardé, où on ne nous parle pas, et les choses qu'on nous envoie ne nous sont pas adressées. Et moi, ce que je fais, c'est le contraire. Je m'adresse à des êtres humains, à des acteurs, et ensuite à vous. Donc je fais un travail droit. Il y avait une question pour toi, Charles, aussi. Oui, je vais répondre à la question. Et ce que tu dis sur le moment où tu es apte à écrire, ça me fait penser, parce que on travaille sur Maria Montessori là en ce moment avec Bérangère, et ça me fait penser à un texte de Montessori où elle dit: vous les adultes, vous n'imaginez pas à quel point un enfant peut être dérangé juste par un tout petit chose qui a bougé. Clairement. Et tout d'un coup, il se met à hurler. Ouais. C'est-à-dire, ça me fait penser à ça parce que, au fond, Pascal, il a une écriture, et depuis tout à l'heure qu'on l'écoute là-dessus, c'est-à-dire qui est reliée profondément à sa naissance, à son enfance, et qu'il n'a jamais quitté. Il n'a jamais quitté cette envie d'enfant d'écrire de la poésie, et de faire tout ce qu'il raconte. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai juste pensé incroyablement à ce texte où tout d'un coup, s'il y a un moindre petit déplacement d'un objet, l'enfant, il peut pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il nous fait chier, parce que là, allez, vas-y. Mais c'est énorme pour lui. C'est pas juste un détail. Et pour répondre à la question précédente, et c'est-à-dire, avec Pascal, alors je le croisais à l'Odéon, là, peut-être Stan m'avait dit, tiens, mais non, je t'ai croisé à l'Odéon, t'as dit, ah tiens, je vais écrire une pièce pour toi et Stan. Ah, j'ai dit, génial, super, bon, très bien. Et puis, ensuite, on se retrouve 1 an et demi plus tard, il dit, ça y est, j'ai fini, venez, on va lire la pièce. Et donc, on arrive, il nous envoie pas la pièce. C'est pas genre, on est tout seul dans son coin, et puis on se dit, qu'est-ce que je pense de cette pièce? Oh là là, putain, merde, ah, si ou ça. Non, on s'est retrouvés tous les 4 avec Pascal, Stan et moi et Pauline, la productrice, et là, on lit devant lui. Ce qui est très beau, parce que finalement, on arrive, il faut être dans un état de confiance absolue. Parce que le théâtre, c'est un jeu. Et donc, dans J-E-U, dans jeu, il y a la notion de gagner ou de perdre. Et donc, quand on arrive, on lit, on se dit, finalement, peut-être cette pièce va être perdue. Enfin, ne va pas. Et là, pour le coup, je suis sorti, je me suis dit, je l'ai très mal lu la pièce, mais je sens qu'elle est bien. Non, c'est vrai. En général, tous les acteurs, vous lisez très mal, sauf Stan. Stan, c'est vrai. C'est un slalomeur de slalom géant. Dans mes textes, il les connaît bien. Alors, il part en haut, comme en bobsleigh à peu près. Il arrive en bas de la piste.
Et c'est vrai que Stan, il est très fort pour. Mais ça ne préjuge de rien de lire bien un texte au début ou pas. Mais c'est vrai que Stan, il passe les portes. Alors, monsieur, oui. Attendez. Est-ce qu'on peut porter peut-être un micro? Il y avait madame avant. Il y avait madame avant. Ah oui. C'est madame Non, avant. mais monsieur, c'est son nom. oui. Madame avant. Alors, Ne madame vous inquiétez avant, pas, on va revenir vers vous. vous voulez demander le désir de spectateur, le désir de théâtre du spectateur, et éventuellement donc comment peut-être naît le désir d'aller voir une pièce qu'on ne connaît pas ou un acteur qu'on ne connaît pas, ce qui est la plupart du temps le cas des spectateurs. Donc de se dire tiens, je vais aller voir ça, pourquoi? Et comment faire naître éventuellement ce désir chez quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un théâtre, ou peut-être une expérience justement de cette première fois avec quelqu'un. C'est pas toujours évident de pas être dans une sorte de prosélytisme et à la fois de donner envie de vivre cette expérience parce qu'on sait qu'elle est extraordinaire, mais c'est pas toujours évident de le partager. C'est à moi de mettre en valeur un spectacle, d'en parler. Non, mais c'est-à-dire, c'est à moitié une question, à moitié une affirmation. C'est beaucoup de choses. C'est comme dit Claire, c'est aussi. Ouais. Mais c'est notre obsession. Donner le désir, et en plus donner le désir de quelque chose qui, encore une fois, ne relève pas simplement que d'un plaisir comme ça, facile et rapide. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est c'est difficile, quoi. Mais ça, toute l'équipe le sait. Mais la question après, je pense que c'est l'idée qu'on a du théâtre qui amène à ce qu'on prend qui nous amène jusqu'à la salle. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de gens qui ont une idée complètement fausse de ce qu'est le théâtre. Et ça, nous, on y travaille, on fait en sorte de se dire comment on peut restaurer, amener les gens à penser autrement. Parce que quand on réfléchit à qui va au théâtre, pourquoi, et surtout qui n'y va pas, vous allez dire aux gens pourquoi vous n'y allez pas. Alors, souvent, on va vous répondre j'ai pas le temps, depuis que j'ai des enfants, c'est fini. Avant, j'aimais bien, j'étais étudiant, j'y allais. Ils se souviennent qu'ils ont été à l'école, après, ils vont dire c'est trop cher. Alors que c'est beaucoup moins cher qu'un téléphone portable, c'est 1000 fois moins cher qu'un abonnement à Netflix. Non mais proportionnellement, c'est pas cher. Nous-mêmes ici, on a des billets suspendus. Toute personne qui se présente et qui n'a pas un rond peut rentrer dans une salle. Pratiquement dans toute la France, c'est-à-dire le théâtre subventionné, le théâtre public. Mais c'est pas ça qui arrête les gens. Je crois, enfin, ça fait partie sans doute. C'est autre chose. Ou bien ici, enfin pas ici, partout, on entend mais moi je suis trop con pour le théâtre, je suis trop idiot. C'est intimidant, oui, bien sûr. Une salle d'opéra, une salle de théâtre, il y a une timidité. Même une salle de concert, Ça nous pose la question de la programmation. Tout à fait. Ça pose la question de la programmation. Des gens, le théâtre, aussi pour remplir le théâtre. Complètement. Faire vivre. Alors c'est un équilibre, parce que si vous voulez, si vous dirigez un théâtre, que vous vous dites, moi je peux amener que des acteurs connus, avec que des œuvres connues et des trucs en plus plutôt drôles, là vous allez bourrer votre salle tout le temps. Mais progressivement, le théâtre, c'est comme l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous donnez trop des choses banales, enfin pas banales forcément, mais en tout cas faciles, quand ça deviendra un peu difficile, on va faire le théâtre est un art exigeant, c'est vrai. Mais donc nous, dans notre programmation, par exemple, avec Benoît, avec Stéphane, avec toute l'équipe, on travaille beaucoup à trouver des équilibres pour dire comment on peut faire qu'il y ait, au fond, on fasse au bout du compte confiance dans le lieu. Parce que quand vous êtes en tournée avec une pièce, vous voyez les lieux aussi. Vous voyez les lieux, comment ils vivent, quel public ils ont. Donc comment ils travaillent.
Moi, je le vois, puisque quand je fais des tournées, je vois des endroits très différents d'ici. Et donc, je comprends à ce moment-là que, que le travail, on fait beaucoup de travail, nous, ici, pour essayer de comprendre cet équilibre. Et il est fondamental. Mais si on cède trop à certaines sirènes, après, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme en politique, c'est pareil. Les hommes politiques qui finissent par vous promettre tout le temps, ben, vous acceptez plus, au fond, de prendre vos responsabilités à vous. Ah, il faut vraiment donner à monsieur, oui. Voilà, parce que je crois que... Je vous remercie, ce n'est pas une obligation, c'est une question à Pascal Renvert. Je reviens au texte, notamment Clôture de l'amour. J'ai cru comprendre qu'en Chine et au Caire, vous aviez été censuré. Donc, pour revenir au profil du bobsleigh, comment faites-vous de ces points de censure? Il y a donc une abstention de l'acteur. Contrairement à votre projet, qui est quand même une forme de logorée, entre guillemets, que faites-vous de ces blancs? Est-ce que vous vous les appropriez? Ou bien est-ce que vous en faites une pulsation à l'intérieur du texte? Non, c'est un petit suspens, comme je l'ai fait. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire de toute façon, ça peut être 5 phrases par-ci, 5 phrases par-là. C'est pas non plus, vous voyez, c'est pas des 3 pages censurées de l'attention du spectateur, parce que ça demande une attention soutenue, votre pièce. Oui, quand même. non, mais non, les gens s'en rendent compte, hein, ils sont finaux. Et non, mais je veux dire que il intègre dans l'expertise théâtrale et artistique, en fait, c'est ça. Oui. En fait, c'est le spectateur qui s'approprie. Moi, j'arrive de France avec un texte X. Les auteurs chinois, ils ont déjà intégré une forme d'autocensure, en fait. Vous voyez, je viens de faire une production au Maroc. Je parlais avec des auteurs marocains. Et je leur disais, tu vois, ce que je disais là par rapport à l'Égypte, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas. Ils me disaient, on peut tout faire, on peut parler de tout au Maroc, ce qui c'est beaucoup plus libéral qu'en Égypte, par exemple. Mais ils me disaient aussi, en fait, on a intégré les choses dont on sait à l'avance. C'est même pas la peine de le mettre dans les textes parce que ça va créer un problème. Donc cette autocensure, elle existe aussi chez... dès qu'on sort d'Europe, quand même, c'est très... Oui, censure, d'accord. Cette censure, elle a un sens dans le texte. C'est le texte, mais comme pas banal. Ouais. Et donc, j'ai encore en tête, je vais aller voir 2 fois, ça m'a passionné. 2 fois? Mais, je veux dire, j'imagine, en me remémorant... Oui, je vois ce que votre question... Comment l'acteur, ça se tordait, à un moment donné, un genou, il part, hop, il s'arrête. Je l'intègre, moi, naïf. Oui, mais c'est pas avec l'acteur français, c'est la version chinoise. C'est la version chinoise. Quand j'ai monté Clôture de l'amour à Pékin, dans la version chinoise, ce que je fais de tous mes textes, là, les acteurs, en tant que Chinois, ils mettaient ce petit suspens et ils le faisaient entendre aux spectateurs. J'ai vécu ça au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y avait un acteur je jouais François Mitterrand, l'autre il jouait Thomas Sankara. Et dans le texte c'était comment il s'appelait, Jouet, qui avait écrit ça. Il avait écrit un texte, c'était une rencontre fictive, bon, peu importe, je passe les détails, mais c'était très très bien comme texte. Et à un moment donné, on a joué à Nanterre, on a joué en France, le spectacle, ok, parfait. On va au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'acteur Moussa Sanou, qui jouait avec moi, je le voyais, et à un moment donné, Thomas Sankara, il disait à Mitterrand, de toute façon, vous verrez, un jour, mon plus proche ami ici, il va me tuer. Il disait ça, c'est tout, d'accord? Donc, et je voyais Moussa, chaque soir, il faisait, de toute façon, et après, il recontinuait son texte. Et moi, 3 fois, je dis, Moussa, mais je t'entends pas, là. Pourquoi moi, mais pas du tout, je le dis, qu'il me disait. Jusqu'au moment où je l'ai tellement cuisiné, il m'a dit, mais dans la salle, il y a 3 personnes qui sont du gouvernement. Ouais, je peux pas le dire, ça. Je peux pas. Donc, il faisait, alors bon, mais au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? On est con, quoi. Oui, parce que là, évidemment, on parle, on rigole tous, mais je veux dire que dès lors qu'on sort d'Europe et des pays un peu comme on les connaît, on rentre dans un monde qui est beaucoup plus... où on peut pas s'exprimer comme ça. Je veux dire, j'ai fait une production à Bangkok. À chaque représentation, avant que la pièce commence, on se lève et il y a l'hymne national. Du roi, l'hymne royal, pardon. Et il n'est pas question de rigoler avec ça. Vous ne pouvez pas dire un truc contre le roi en Thaïlande.
Je veux dire, je viens de faire une production à Tokyo au mois de septembre l'année passée. La pièce que j'ai écrite pour les acteurs japonais qui se passe avec voilà l'histoire japonaise, etc. J'ai vu que lentement, et pourtant c'est mes amis, ils ont fait, dans ce que j'avais écrit, porter la responsabilité fictionnelle dans l'histoire vers le sud-est asiatique. C'est-à-dire que un Japonais a du mal à accepter une faute quelconque. Et au bout d'un moment, je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? On retourne au texte. Oui, mais tu vois, je veux dire, ça peut pas vraiment être un Japonais qui a fait ça. C'est plutôt, ça se passe. Donc, il y a des psychismes comme ça, alors qu'ils sont politiques ou des façons de se comporter et tout ça. Je viens de faire une production au Pérou, c'était pareil, quoi. En ce moment, au Pérou, en plus, ça passe très, très, très mal. Et vous pouvez sentir très bien. Je viens de faire la production de Sœur à Hong Kong. Et ben, à Hong Kong, pourtant, Sœur, vous l'avez vu, il n'y a vraiment pas de quoi. Voilà, c'est pas, il n'y a pas. Hein. Et ben, ils ont coupé des trucs parce qu'ils considèrent, maintenant qu'il y a une reprise en main par le régime chinois, ils considèrent que la liberté d'expression n'est plus la même qu'il y a encore 10 ans et encore moins qu'il y a 25 ans, du temps des Anglais. Donc voilà quand même. Moi, je travaille dans un monde où je vois que les choses se resserrent. Par exemple, Clôture de l'amour dont vous parlez, j'en ai fait la version au Théâtre d'Art de Moscou il y a 12 ans. Ça fait 12 ans que Clôture d'amour se joue quasiment tous les soirs au Théâtre d'Art, et c'est toujours plein, et comme ça, et comme ça. Bon. Quand il y a eu l'invasion l'année dernière, j'ai écrit à la direction du Théâtre de Moscou en disant « Je ne veux pas que Clôture de l'amour soit jouée en russe avec ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. » Aucune réponse, rien du tout. Je suis passé par la SACD, droit d'auteur, pour leur dire qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et de temps en temps, je regarde sur le site, ça se joue toujours. Ils continuent à le jouer, ils en ont rien à foutre de mon avis. Vous voyez? Donc on est dans un rapport où on est en France, voilà. Mais dès qu'on sort de là, on se cogne à des choses très très dures au niveau de la liberté d'expression. Et moi, je le vois parce que je le vis. Quand je travaille au Mexique, je le vois aussi. Donc, je veux dire que j'ai une vue d'ensemble, une vue d'ensemble géopolitique à travers le métier que je fais, qui me fait parfois être heureux de vivre en France, clairement. Voilà. Il dit la critique théâtrale. Comment vous la recevez? Oui. Parce que vous en fichez complètement, vous en tenez compte. Je dis ça parce que sur Deux Amis, il y a eu quelques articles qui sont sortis qui étaient parfois dithyrambiques, parfois un petit peu partagés. Voilà. Alors, donc je sais pas comment vous. Moi, je lis pas les critiques depuis 30 ans. Non, mais bon, ça existe. Ça existe. Pas. Voilà. C'est ce que disait Charles. Il y a quelque chose où, je veux dire, c'est un avis comme un autre. Je me souviens. Que Alfred de Musset disait ça. Et lui, il a ramassé aussi à son époque. Moi, je ramasse beaucoup. Je ramasse tout le temps. Ça fait 40 ans que je ramasse, que c'est horrible ce que je fais, que c'est nul, que c'est pas possible. Bon. Mais le truc, c'est que moi, j'ai arrêté de lire mais j'ai arrêté de lire pour j'ai pas envie de lire des choses agréables sur moi parce que j'ai pas envie d'y croire, enfin, ou me mettre à y croire et penser que c'est formidable ce que je fais. Et de la même manière, et comme généralement l'excès ne parle pas de ce qui me semble être une forme de vérité, il n'y a pas d'exactitude là-dedans. Donc, et puis pour vous dire, et je peux conclure là-dessus, en tout cas en ce qui me concerne sur cette question-là, c'est que les critiques qui ont commencé à faire des articles sur moi il y a 40 ans, ce sont les mêmes qui sont encore là aujourd'hui et qui écrivent les mêmes choses depuis 40 ans sur moi, et ça va, quoi. Je veux dire, c'est comme des vieux amis, ça va, on n'a plus rien à se dire, quoi. Puis arrête avec ce truc contre les critiques, tu sais très bien qu'il ne faut rien dire, sinon ils te tombent dessus à la première occasion. Là, ce que tu fais comme moi, tu restes poli, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre et basta. Mais sur deux amis, je l'ai fait avec ça, c'est du texte de Deux Amis, donc dans Deux Amis, il en parle des critiques. Il dit une chose très belle sur les critiques, il dit la méchanceté des critiques, qu'il est vain d'insulter,
Ils ont le même problème que nous. Ils aiment comme nous le théâtre d'un amour fou, et quand il y a trahison de la promesse, leur blessure est immense et prend chez eux la forme de ce que l'on appelle un mauvais papier. Et c'est OK, c'est OK. Voilà, je crois qu'on peut conclure comme ça. Merci Charles, impeccable. Les acteurs vont d'ailleurs répéter pour demain. Évidemment, on vous invite à venir très nombreux parce que c'est vraiment une très belle pièce. Demain, après-demain et encore le jour suivant. Je peux dire merci. Merci. Je peux dire merci à toutes et à tous. Je veux dire merci à Charles pour cette invitation puisqu'on est venu et qu'on vient ici avec 3 productions différentes. Et franchement, j'apprécie, je suis très touché par le travail global de ton équipe et de ton désir que nous soyons ici. Donc je remercie l'équipe de Château Vallon Liberté et de Théâtre de Liberté de Toulon. Et je remercie aussi Claire pour ton voyage et puis ce moment passé ensemble. C'était bien. Partagé, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire, merci Pascal. Merci à vous tous, merci infiniment. Et à très bientôt. Bon appétit pour ceux qui vont dîner.